Avant même les origines de la création, il existait 6 anomalies. C'est ainsi que l'univers naquit dans une explosion, et les vestiges de ce système furent transformés en lingots solides. Les pierres d'infini. Now might be a really good time for you to get angry. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We know each other. He's a friend from work. Aujourd'hui, on parle d'un film de l'univers cinématographique de Marvel. This is the fight of our lives. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Avengers! Assemble. Je suis Groot. Je suis Groot. Je suis Groot. Je suis Groot de Groot. Je suis 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 Groot. Et je suis Groot. Je suis Groot. Je suis Groot. Je suis Groot. Ouais, vous n'aimez pas ma version, hein? Je pense que je vais vous traduire ça. Bienvenue à Xandor. Aujourd'hui, on parle des Gardiens de la Galaxie, sorti en 2014 et réalisé par James Gunn, avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Lee Pace, Michael Rooker, Karen Gillan, Jimon Hansu, John C. Reilly, Glenn Close et Benicio del Toro. Je suis Mathieu et vous pouvez m'appeler un dictionnaire ambulant. Alors, bienvenue dans la rétrospective de Marvel du MCU. Aujourd'hui, c'est depuis tout le début de la rétrospective, là, c'est la première fois là, qu'on bifurque dans quelque chose de nouveau. Dans le fond, techniquement, chaque super-héros là, qu'on les a eus sont des nouveaux, mais depuis la deuxième phase, on commençait à revisiter beaucoup tous les personnages qu'on avait vus là, dans la première phase. Puis là, c'est ça, on se lance là, dans quelque chose de nouveau. C'était un peu l'idée là, de Marvel de, à quelque part, juste explorer un peu l'univers, là, pas juste rester là, dans qu'est-ce qu'on connaissait là, jusqu'à Avengers, puis après ça, revisiter là, Iron Man, Captain America, Thor. Puis là, c'est ça, dans le Gardien de la... dans Avengers, excusez, on avait montré un peu le côté là, cosmique, là, dans le fond. Là, on avait introduit le personnage là, de Thanos, là, pas mal comme juste un Easter egg, là, mais Easter egg, en tout cas, vraiment juste quelque chose là, qui était vraiment très petit là, là-dedans, mais qui ouvrait la porte. Puis, dans le fond, c'est ça. On avait utilisé, là, c'est une BD là, qui a été réinventée, là, je pense que c'était en 2006 ou 2008. Dans le fond, là, tous les personnages là, qui font la Gardien de la Galaxie, là, la BD 2008, Gardien de la Galaxie, c'est comme genre la première fois là, qu'on a vraiment tous nos personnages là, qui sont assemblés ensemble. Mais c'était pas vraiment là, toute leur origine. Là. La plupart de tous les personnages ont été écrits là, dans les années 70. Avec Groot, je pense que c'était genre un monstre dans les années 60. Puis la plupart, là, dans le fond, là, étaient pas mal oubliés, là, rendus là, au film d'aujourd'hui, mais c'est ça. On cherchait quelque chose là, qu'on pouvait manipuler là, tous les personnages là, qui n'étaient pas vraiment connus. On pouvait tout un peu les recréer là, d'une nouvelle manière là, pour le MCU. Puis on avait cette propriété-là, le Guardians of the Galaxy, là, qui venait de juste de refaire surface, là, refaire surface avec les personnages, là, puis dans le fond, c'était comme en guillemets une nouvelle franchise, puis que, on a comme misé là-dessus, puis c'est pas un mauvais choix pour du MCU ou Marvel Studios de vouloir avoir quelque chose de plus moderne au lieu de juste tout le temps prendre les vieux classiques. Dans le fond, on peut garder un peu de l'avant aussi, puis essayer là, d'incorporer là, des affaires qui ont été faites là, plus d'actualité. Au lieu de tout le temps regarder là, en arrière, on essaie là, d'aller de l'avant en prenant là, des nouvelles idées, puis en emportant là, cette équipe-là là, de les Guardians of the Galaxy.
Là-dedans, on avait pensé là, à quelques réalisateurs, mais ça n'a pas été long. Là, on s'est ramassé là, avec James Gunn. Là, on avait pensé là, notamment là, à Peyton Reed, là, qu'on va parler, là, je crois c'est dans 2 épisodes, là, qu'on va parler de Ant-Man, le réalisateur là, Joe Cornish. Puis le film est coécrit là, avec de James Gunn et de Nicole Perlman. Puis c'est ça, Madame Perlman, on avait peut-être regardé là, qu'elle pouvait peut-être réaliser le film, mais finalement on s'est viré là, sur James Gunn qui avait pas fait grand-chose là, depuis ce temps-là. Dans le fond, là, on va se baser là, sur pas mal là, de 2 films là, qu'il avait fait, puis le film Slither et je pense Super que ça s'appelle. Là, c'est 2 films que j'ai pas vus, mais que peut-être Slither, je suis pas certain là, mais pouvoir mélanger là, tout un peu plusieurs genres ensemble avec un peu une touche humoristique. Là, je pense que c'est un film d'horreur, puis qui avait ajouté un peu une touche d'humour, puis en tout cas il trouvait là, qu'il était capable de jongler pas mal là, avec les styles là, dans un même film. Fait que on s'est dit c'est quelque chose qu'on veut faire un peu, puis changer le ton avec le film comparativement à ce qu'on a vu là, dans les derniers films. Dans le fond, là, dans tout l'univers là, du Marvel, là, je pense qu'on est rendu au 10e film, 10e épisode officiellement là, dans le MCU. Puis c'est ça, on veut changer un petit peu là, la dynamique, puis avoir un coup de rafraîchissement. Puisque ça fait quand même 6 ans là, qu'on a lancé là, le MCU avec Iron Man. Alors, le synopsis du film va comme suit. Peter Quill, un aventurier terrien ayant grandi parmi les Ravageurs, un groupe de pirates de l'espace, vole un mystérieux orbe sur une planète abandonnée. Il découvre rapidement que cet artefact est convoité par Ronan l'Accusateur, un fanatique Kree qui veut l'utiliser pour détruire la planète Xandar et son peuple. Traqué par Ronan, Quill s'associe malgré lui avec Gamora, une tueuse adoptive de Thanos qui trahit son père. Rocket, un raton laveur génétiquement modifié. Groot, un humanoïde végétal capable de se régénérer. Et Drax, le destructeur dont la famille a été tuée par Ronan. Tous sont capturés et emprisonnés, mais ils s'évadent et unissent leurs forces. En découvrant que l'orbe contient une pierre d'infinité, les 5 marginaux décident de la garder de les garder hors des mains de Ronan. Ce dernier, ayant obtenu la pierre, trahit Thanos et décide de l'utiliser lui-même pour anéantir Xandar. Les 5 héros improvisés se baptisent les gardiens de la galaxie, affrontent Ronan et dans une bataille finale spectaculaire au-dessus de Xandar, grâce à leur coopération et un lien sincère qui s'est formé entre eux, ils parviennent à vaincre et à remettre la pierre au Nova Corps pour la remettre en sécurité. Puis le film termine avec l'équipe unie, prête à explorer l'univers ensemble. Fait que là-dedans, c'est sûr que c'est une forme de... C'est une histoire là, de famille là, reconstituée. Dans le fond, là, pas une famille de sang, bien sûr, mais dans le fond, là, de comme tous des personnages de divers milieux, puis que finalement, ils vont faire une unité. Une sorte de famille avec un père de famille, puis dans le fond, là, de juste comme... dans le fond de l'année d'avant, puis ils font une force, là, une foi unie, là, puis c'est ça qu'on veut pas mal montrer. Là. C'est vraiment là, un symbole familial là, qu'on veut apporter là, avec le film d'aujourd'hui. C'est sûr qu'on va toucher un petit peu le côté le côté moral versus le côté là, plus égocentrique ou l'égoïsme, côté monétaire, côté le pouvoir, dans le fond, là, plus la plupart de tous nos... pas mal toutes, là, ils partent là, d'un côté là, avec une quête vraiment là, centrée, une quête de vengeance, une quête de monétaire, une quête... ils ont plusieurs des différentes motivations, mais que dans l'unité, là, que finalement, ils oublient pas mal tout... ça passe en second plan là, pour ça, puis finalement, pour prioriser là, pas mal le côté... il y a le côté moral, mais il y a le côté familial aussi. Là-dedans aussi, on va avoir comme un peu peut-être un deuil sur le passé, puis l'acceptance là, de ce qui s'est passé, là, puis aller de l'avant.
Ça va être montré aussi là, avec le personnage de Peter Quill puis sa mère, puis dans le fond là, qu'il va pouvoir faire le deuil avec sa mère. Bon, ça c'est un petit peu bâclé. On a comme un peu un début puis une fin à ça, mais bon, c'est un peu accepté avec tout le côté familial au travers du film là-dessus, mais bon, je trouve qu'il n'y a pas assez là, de. C'est pas bien élaboré sur le fait. Il y a plusieurs clins d'œil à ça. Genre une fois là, au courant du film, là, mais bon, c'est un peu quand même cette histoire-là de faire le deuil sur le passé. Puis finalement, là, de pouvoir justement avec peut-être ouvrir des horizons et d'ouvrir là, de côté, là, de se sentir plus unis, puis pouvoir accepter là, beaucoup de choses là, qui se sont passées par le passé. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. And I'm high on believing that you're in love. Fait que le film, moi, je l'ai vu au cinéma là, dans le temps. Là, je sais pas si c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Là. Je me demande si je peux aller voir un petit peu, peut-être un peu par la suite. Mais le Soldat de l'hiver m'avait quand même embarqué là, dans cet univers-là. Puis tu sais, j'ai commencé à embarquer là, dans pas mal tout ça. Fait qu'il est possible aussi là, que je l'aie vu là, dans sa première semaine. Là. Souvent, là, à l'époque, là, j'allais voir les films là, tout le temps là, comme en avant-première, là, le jeudi soir. Là. C'était le fun de pouvoir voir ça là, dans ces temps-là. Puis c'est pas une stratégie, là, mais c'est une chose que j'ai gardée là, pas mal là, depuis ce temps-là. Quand même le fun là, de tout le temps voir les films un petit peu juste en avance. Pas une question là, de pouvoir dire, de crier haut et fort, j'ai vu le film avant vous tous. Pas pour ça, mais c'est plutôt pour les spoilers, là, comme que je dis tout le temps. Là, les spoilers, j'essaie de tout le temps les éviter autant que possible avant de voir un film. Puis en le voyant le jeudi soir, là, ben, c'était une possibilité pas mal plus là, que quand le film est sorti. Là, aujourd'hui, ben, avec si on regarde trop Facebook, là, genre 2 semaines avant un tel film, ben, il y a des fois là, qu'on est spoilé là, assez grandement. Là, mais bon, ce temps-là, c'était pas vraiment comme ça, mais bon. Peut-être pas, là, mais bon. Fait que je l'avais vu au cinéma, puis je l'ai peut-être revu une fois là, par la suite, mais je peux pas. Je pense que je l'ai écouté là, juste du coin de l'œil là, en faisant d'autres choses, un peu comme les derniers films là, de la deuxième phase là, que je parle depuis le temps. Puis ça va pas mal tomber à sa fin, là, cette manie-là. C'est soit le dernier film, là, peut-être Ultron là, qu'on va parler là, au prochain épisode, là, mais. Après ça, là, je pense que c'est tout vu une seule fois. Là. Je pense que j'ai même pas réécouté là, ce film-là là, pour aller voir le deuxième, puis pour voir le troisième non plus. Là. Fait qu'on ouvre le film, on est au Missouri en 1988, puis on rencontre le jeune Peter Quill, que dans le fond sa mère est mourante, son père Greg, pas son père, c'est son grand-père dans le fond là, qui est joué par Greg Henry, là, c'est un acteur qui a joué souvent là, pour James Gunn, et puis dans le fond qui a rapporté là, pour le film d'aujourd'hui. Lui, ben c'est ça, je pense qu'on en a parlé là, dans Jason Bourne là, il y a quelques semaines là. Puis ou quelques mois plutôt là, mais bon dans le fond on essaie de tout un peu rapidement le placer un peu c'est qui le personnage de Peter Quill, puis dans le fond c'est ça, sa mère est mourante, je pense d'un cancer quelque chose de même, puis pendant qu'elle meurt, ben elle va lui demander là, de juste tenir sa main, puis finalement ben, il va pas le faire, puis ça va comme le hanter toute sa vie. Et juste avant ça, elle va lui donner un cadeau que finalement il va pas ouvrir. Puis dans le fond, ça va être un peu toute l'histoire là, pendant tout le film. Puis finalement, ben c'est ça, il va sortir en dehors là, de l'hôpital. Puis finalement, ben il va être. Ce qu'on va comprendre plus tard par le film, là, c'est les ravageurs là, de tout l'équipage. Là, c'est des mercenaires dans le fond, là, je crois bien. L'équipe là, de Yondu qui vont comme le kidnapper et que, tu sais, en tout cas, c'est pas vraiment expliqué toute cette partie-là. Là. D'après moi, ça va venir là, dans le deuxième ou le troisième film, là, cette partie-là. Je les ai vus, là, c'est les 2 suites, mais honnêtement, là, je m'en rappelle pas. Là, même si ça fait genre 2 ans là, pour le volume 3. Je pense pas que c'est dans le 3, ça va peut-être être plus dans le deuxième. Je sais qu'on va plus un peu là, sur l'origine de on voit le père là, dans la suite. En tout cas, spoiler là, pour
pour ça, mais vraiment le film est centré là-dessus pour le deuxième film. Fait que c'est ça probablement qu'on va savoir la prochaine fois qu'on va parler des gardiens. Là-dedans, ben c'est ça. À chaque fois que j'ai écouté le film, dans le fond, le film, là, je l'ai écouté 3 fois là, pour pouvoir arriver au podcast aujourd'hui. Je l'ai écouté genre la journée même là, que j'ai enregistré pour Captain America là, il y a 2 semaines, mais par la suite de ça, j'ai lu la BD là, de 2008 juste pour avoir un peu qu'est-ce que ça avait de l'air un peu là, en côté BD, puis ça m'a pris comme toute la semaine au complet pour le lire. Et finalement, ben c'est ça. Il a fallu comme je rembarque là, dans toute l'histoire un peu avec toutes les motivations des personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages aujourd'hui. On leur recommence comme vraiment à zéro. On leur part quasiment avec un mode Avengers pour embarquer ou réintroduire beaucoup de personnages qui vont rester quand même dans l'univers là, des Gardiens de la Galaxie. Est-ce que tu saches, ils vont revenir dans Avengers certains au travers de ça, mais c'est quand même juste beaucoup de personnages. Puis c'est ça, dans le fond, là, je voulais juste comme un peu comprendre rapidement avant d'écouter le commentaire audio là, comme 3e écoute. Fait que c'est ça, c'est toute l'information que je voulais quand même juste être sûr là, d'être prêt là, pour le podcast là, parce que c'était quand même beaucoup là, d'informations. La BD que j'ai lue, là, la version là, de 2008, c'est similaire. Le ton va être gardé. James Gunn, ben c'est ça. Il va avoir réécrit beaucoup là, les personnages. Les personnages là, comme Peter Quill. Dans le fond, c'est un personnage là, qui avait apparu là, dans les années 70. Qui est vraiment différent là, dans le côté BD. Là. Puis ça va pour Gamora aussi, là, pour Drax, pour pas mal tout le monde. Là. Dans le fond, tout le monde a été quasiment réécrit. Puis même leur origine, des affaires de même. Là. Tout a été pas mal là, réadapté là, pour le film d'aujourd'hui. C'est peut-être, tu sais, dans le fond, on est officiellement, je pense, le 3e film là, qui est vraiment contrôlé à 100%. Ben, pas mal la 2e phase, ça a été pas mal là, juste Disney, dans le fond. Même si, je pense que Iron Man 3 est encore sous Paramount pour la distribution, je crois que vraiment, là, la 2e phase est vraiment juste contrôlée là, par Disney. Puis peut-être que ça pourrait paraître là, pour certains qui étaient peut-être fans là, de la BD là, de 2008. C'est possible, mais en même temps, ça restait quand même un groupe, même s'il y avait eu un succès, c'est quand même un peu niche. Ou niché, là. Je sais pas exactement comment on dit ce mot-là, là, mais c'est ça. Fait que là-dedans, ben c'est ça. Ça connaît quand même le contrôle là, pour pouvoir tout refaire un peu les personnages. Puis, tu sais, c'est ça. Je vais en parler là, un peu de chaque personnage un à un. Mais, tu sais, le groupe là, des gardiens n'était pas le même groupe là, dans cette BD-là. On a des personnages qui se rajoutent, puis il y a des personnages qui font des caméos un peu dans le film aujourd'hui. C'est des choses là, que je voulais revoir avant là, d'écouter le commentaire. Là. Je trouvais ça comme un peu important. Là, puis pour l'histoire et tout ça. Là. Mais là-dedans, ben, c'est ça. Fait qu'on tombe au personnage là, de Peter Quill, que lui, qui est joué là, par Chris Pratt, qui va avoir perdu 60 livres là, pour faire le film d'aujourd'hui. Dans le fond, on en a parlé là, quand j'ai parlé là, du film Elle en début d'année. C'était comme le film là, de Saint-Valentin là, que j'ai fait là, avec Joaquin Phoenix. Puis c'est ça, il a perdu 60 livres, là, puis comme transformer ça un peu en muscle pour faire son personnage. Dans le fond, c'est le Chris Pratt qu'on connaît aujourd'hui, contrairement à ce qu'on avait vu là, dans le dernier film. Pas dans le dernier film, là, mais quand je l'ai couvert là, la dernière fois là, pour le film là, de Her. Là. Mais c'est ça, il voulait faire un personnage, là, la manière qu'il va jouer là, son personnage, là, lui va appeler ça un personnage là, comme mi-Han Solo puis mi-Marty McFly, des films là, que j'ai couverts au podcast. Mais honnêtement, je pense aussi qu'il y a une bonne partie là, de Indiana Jones qu'on va apporter, là, peut-être plus là, dans le question, le scénario.
où ce que vraiment là, son introduction se fait où ce qui est en train là, de trouver un artefact, là, ça fait vraiment Indiana Jones dans le fond. Il va sortir, puis tu sais, dans le fond, est-ce qu'on peut comprendre, puis on va comprendre ça avec tous les personnages, c'est pas des héros, c'est pas mal là, des personnes là, qui sont je veux pas dire introvertis, mais c'est des personnes, tu sais, sont un peu tout le temps sur leur quête tout seul, comme j'ai parlé là, dans l'autre section. Puis en même temps, ben, c'est ça, c'est pas tout le temps, ben, c'est pas nécessairement des mauvaises personnes, mais ils ont comme leur agenda, tout simplement. Puis c'est pas les personnes les plus habiles, c'est des personnes là, qui des fois là, ben il y a des affaires qui vont marcher de penser que ça va fonctionner, mais ça marchera pas. Il va se considérer un peu là, pas mal là, des perdants. Au lieu là, des héros, puis ça va être pas mal là, l'histoire de ça. Puis, dans le fond, je pense que le danger là-dedans, c'est d'être comparé à un mini-film là, des Avengers. Puis, quand on a des personnages qui sont un peu plus nuancés de même, puis qui sont peut-être pas des héros, puis qui sont plus d'une autre manière, techniquement, c'est la même affaire quand tu essaies de faire l'inverse. Je pense souvent au podcast, là, quand tu essaies de faire l'inverse, dans le fond, tu fais la même affaire, mais tu fais juste l'inverse, là, mais c'est la même affaire. C'est pas... en tout cas. Mais c'est ça. Fait que, mais je trouve que c'est quand même une bonne affaire, là, rendu là. C'est parce qu'on l'a comme super-héros sur super-héros. On a Thor, on a Captain America, on a Iron Man. Puis là, ben, on trouve... tu sais... Iron Man a quand même, Tony Stark a quand même là, des fragilités dans lui, mais c'est quand même un winner, en guillemets. Là. C'est quelqu'un là, qui a du succès dans tout. Puis c'est ça, je pense qu'on est allé plus dans le côté, là, plus avec beaucoup là, de brisures là, dans le passé là, de nos personnages là, qui sont méfiants de tout le monde. Puis que, tu sais, dans le fond, c'est pas... je veux pas dire, là, c'est parce que l'affaire là, beaucoup du MCU, on a souvent là, des personnages qui sont des modèles là, pour des enfants. Puis c'est ça, est-ce qu'on veut vraiment avoir des modèles pour dans ce genre-là? Je pense qu'on veut plus y aller un petit peu dans le côté moral. Puis ça va peut-être être quasiment là, le personnage de Groot là, qu'on va peut-être aller là, sur le côté là, le plus moral là-dessus, ou est-ce qu'il est plus le côté là, plus gentil, mettons, là. Mais en venant, là, dans le fond, au début, là, avec Peter Quill, puis là, c'est ça, on le rencontre là, dans sa caverne, où il est en train, là, dans le fond, il va aller chercher là, carrément là, un orbe, puis ça va être une pierre là, de l'infini là, qu'on va découvrir. Là. Dans le fond, c'est juste qu'en regardant ça, là, les yeux là, de 2025, où ce que on sait là, que finalement il y a eu toute le Infinity Saga, puis dans le fond là, c'est là où ce que on en a parlé là, dans Thor, dans Avengers, mais ce qu'on commence à remettre là, vraiment là, de placer là, qu'est-ce qu'on va faire là, pour se rendre là, à Endgame. Puis c'est vraiment là, comme le noyau commence peut-être ici. Là. Ça a commencé un peu dans Avengers, dans Thor, puis avec le Tesseract, puis finalement qui est devenu une pierre, tout ça. Mais dans le fond, je pense qu'on est en train là, de vraiment mettre ça sur le côté là, pour Avengers dans le film aujourd'hui. Dans le fond, là, pour finir là, toute la saga au complet, là, l'Infinity Saga, là, qui va être les 3 premières phases, plutôt, là, c'est plus dans ce sens-là. Là. Fait que là-dedans, pendant qu'il est en train là, d'avoir l'orbe ou de trouver l'orbe là, dans le fond, là, il va rencontrer le personnage là, de Korath qui est joué là, par Ansu, de Jimon Ansu. Lui, j'en ai parlé, je pense que c'est je pense justement il y a 2 semaines, pas 2 semaines, il y a 2 podcasts dans le fond que j'ai parlé de Thor. Il y avait Zachary Levi qui faisait Shazam. L'autre Shazam, c'est justement le monsieur Ansu qu'on parle aujourd'hui, qui a un petit rôle dans le fond, puis on est quelques années avant justement le Shazam, mais qui va être comme un personnage qui va revenir un peu plus tard. Un peu partout là, dans le film. Puis tu sais, dans le fond, on nous installe vraiment là, tout le ton du film à partir de là où dans le fond on a Peter Quill qui arrive, qui a l'air tout un personnage mystérieux, mais que finalement il va mettre son Walkman avec de la musique des années 70. Je me rappelle pas c'est quoi la musique qui joue à ce moment-là, mais
c'est vraiment tout le ton qu'on veut installer. Là. Il y a un ton qui est... ben, on va utiliser beaucoup une grosse trame sonore là, des années 70. Je vais parler de la trame rapidement. Il y a une trame sonore de Tyler Bates au travers de tout ça qui apparaît une fois de temps en temps dans le film, mais honnêtement, je pense que c'est vraiment là, la grosse trame sonore des années 70 là, qui va marquer le film. Là, je pense un peu début des 80, là, mais c'est vraiment là, le très fort le côté musical dans le film. Puis ça fait de l'ombre beaucoup là, à M. Bates. Le trame sonore est correct là, pour qu'est-ce qu'il peut faire là, comme trame sonore, mais elle passe vraiment inaperçue. Là. C'est vraiment tous les moments clés sont apportés là, de plus une musique, une chanson là, des années 70. C'est une trame sonore qui est vraiment bien vendue là, par la suite, qui est même, je pense qu'elle a été nominée à un Grammy par la suite, en 2015, quelque chose là, avec juste une compilation des années 70 avec rien de nouveau, là, c'était quelque chose qui avait jamais été vu, là, je pense que c'est même retombé là, dans les plus vendus, les affaires de même, là, c'est genre quelque chose là, qui est quand même assez étrange, mais il en faut un pour partir une gimmick peut-être. Là. Puis tu sais, j'en ai parlé une couple de fois au podcast. Là. Quelque chose qui m'avait arrêté, ça me gossait un petit peu, là, mettons, à l'époque. Je trouvais ça... je suis un fan là, des trames sonores. Là. C'est pas pour rien que j'en parle à chaque fois. Puis souvent, j'ai le temps là, d'écouter les trames sonores. J'ai pas écouté la trame sonore, par contre, là, de M. Bates là, pour le film aujourd'hui. Là. J'ai pas eu le temps de l'écouter, par contre, malgré tout. Mais c'est ça, j'en ai souvent parlé, là, que j'étais pas très très fan là, d'apporter des chansons qui ont été écrites pour d'autres films ou pour d'autres thèmes, des affaires de même. Ça va pour juste pour une scène, une fois de temps en temps, ça va, mais quand ça devient ta trame sonore, ça, j'aime pas tout à fait ça. Quelque chose que j'ai commencé à me réchauffer plus souvent là, au podcast, là, que j'ai commencé à embarquer tranquillement plus là-dedans, mais ça m'a pris quand même un bon moment, là. Puis ça a commencé là, vraiment à ce moment-là, là, dans Guardians of the Galaxy, où on avait une trame sonore tout le temps rétro, et c'est ça, en tant que tel, là, une fois de temps en temps, ça va pour une chanson, mais pas une trame sonore complète. Mais c'est ça, fait que on a son introduction puis c'est ça, il se fait appeler Star-Lord, il se fait pas prendre au sérieux, dans le fond. Là. C'est ça qu'on peut comprendre là, avec Korath, que dans le fond, on le connaît pas en bout de ligne. C'est un peu peut-être une métaphore sur le film où ce qu'on connaît pas nos personnages en tant que tel, là, comme toute l'histoire, dans le fond. Là, c'est des personnages qu'on connaît pas, puis finalement, à la fin du film, on va les connaître. Là. C'est un peu, guillemets, là, une métaphore là-dessus. Là-dedans, c'est ça. Il y a son vaisseau, là, le Milano, qui est inspiré là, de Alyssa Milano, là, qui est une actrice. Là, je n'ai parlé là, dans le fond, c'était mon épisode de 7 ans, dans le fond, là, quand j'ai parlé là, de Commando là, cet été, là, qui faisait là, la fille Arnold dans ce film-là. Puis à bord là, du Milano, il y a un personnage là, de Barrett. Ce que James Gunn va dire dans son commentaire, là, c'est... puis je sais pas si c'est une bonne affaire. Rendu là, on peut la regarder dans les deux sens. Je crois que j'en ai déjà parlé là, dans cette rétrospective-là. De juste comme coller là, des noms à des personnages pour dire, on peut dire que ces personnages-là sont... qui ont été apportés de la page puis qui ont été apportés dans le film. Mais avoir plein de personnages en rafale puis juste mettre des noms dessus... c'est une bonne affaire. C'est sûr qu'il y a des personnages que, on sait probablement qu'on va jamais rien faire avec eux autres, puis juste les coller là. C'est peut-être pas une mauvaise affaire rendue là. Je serais pour rester en univers, là. En tout cas, on peut regarder ça là, dans les deux sens. Puis c'est ça, fait que lui il va rentrer en communication avec Yondu. Dans le fond, je pense qu'il devait y vendre l'orbe, mais finalement c'est aussi c'est pas très clair en bout de ligne. J'ai pas je suis perdu un petit peu là-dessus. Mais en tout cas, il va se chicaner avec Yondu, puis Yondu, il va lancer là, tout il va mettre sa tête à prix dans le fond là, pour pouvoir aller récupérer l'orbe. Puis c'est ça, fait que là-dedans, c'est là, après ça, on va avoir l'introduction là, de Ronan, l'accusateur.
Lui, dans le fond, c'est un personnage là, qui a été écrit. Là, je pense que c'était je sais pas si c'était pour contre les Avengers ou c'est un autre groupe. Là, dans le fond, là, je pense que c'est contre Captain America. Il va avoir apparu un peu partout, mais aujourd'hui, là, il va être vraiment un ennemi carton. Ce qu'on a beaucoup là, depuis, là, surtout depuis Avengers, je trouve qu'on a des ennemis carton. Mais à part Captain America, là, sauf là, comme dans Thor, on avait eu Malekith ou quelque chose de même. Là, mais dans le film aujourd'hui, là, c'est un autre Malekith. Vraiment carton. Dans les BD, là, ça a l'air que c'est pas nécessairement là, juste un être du mal. Il y a plus de nuances. Puis des fois, il est bon aussi. Là, ça dépend vraiment là, dans quelle histoire qu'il est. Il croise genre une fois, là, selon ce que j'ai pu comprendre, là, peut-être une fois ou deux, là, les gardiens, mais tu sais, c'est pas un adversaire principal. Là-dedans, ben c'est ça. Lui, ce personnage-là, il est vraiment sur une quête là, de pouvoir en bout de ligne. Ce qui a été coupé dans toute l'histoire, là, il y a comme un côté religion là-dedans aussi là, qu'ils ont mis là, dans le film, là, qui faisait pas partie là, des BD. Mais que lui, ben tu sais, il y a un passé aussi là, avec le monde là, de Xandar qu'on va apprendre là, dans le fond, là, c'est la planète là, où on est à la toute fin, là, comme en guillemets une planète civilisée. Puis que lui, dans le fond, comme ses ancêtres, là, c'est une bataille là, de plusieurs générations. Genre son grand-arrière, je sais pas, son arrière-grand-père là, s'est battu là, contre les Xandariens. Je vous appelle de même, je sais pas c'est exactement leur nom, là, mais lui c'est un Kree, puis en tout cas c'est ça, ils se battent là, depuis plusieurs là, milliers d'années peut-être là. Puis là, ben qu'il commence à avoir un peu la paix là-dedans, puis lui, dans le fond, il veut juste refoutre le chaos là-dedans, parce que je veux dire, ça marche pas à son avantage, quelque chose de même, là, en tout cas, puisqu'il a perdu beaucoup là, de ses parents, dans le fond, là-dedans. Puis en tout cas, fait que lui, dans le fond, là, il veut juste semer le chaos là-dedans. Là. Puis ça fait un être vraiment carton, puis même James Gunn va l'avouer là, dans son commentaire. Là-dedans, ben c'est ça. Lui, il va être. On va élaborer un petit peu là, sur l'histoire là, d'Avengers du premier film. Le film d'Avengers, où ce que finalement on va avoir casté là, quelqu'un là, pour Thanos, là, ça va être Josh Brolin, et même on va faire suite là, au personnage là, de The Other qu'on avait vu, là, dans le fond c'est lui qui avait comme je pense qu'il était avec Loki qui est en train là, de en tout cas, il se passait quelque chose là-dedans. Là, ça fait comme une couple de mois là, que je n'ai pas écouté Avengers. Fait que je sais qu'il était mêlé à ça. Mais Ronan va être capable là, de ramasser The Other plutôt là, super rapidement. Puis, dans le fond, c'est juste pour montrer un peu sa dominance. Mais là-dedans, ben, c'est ça. Il y a comme son agenda de pouvoir, des affaires de même. Là. Puis, mais là, il va. On voit là, qu'il est sous allégeance là, pour Thanos. C'est là qu'on a quand même l'introduction là, de Gamora, là, qu'elle va travailler pour Ronan, mais puis Gamora là, qui est jouée là, par Zoé Saldana. J'ai pas encore parlé là, de elle, là, mais éventuellement, quand je vais être rendu là, dans les films de Star Trek, je vais parler de elle. Dans les scènes supprimées, on peut tout de suite voir là, qu'il y a, genre à ce moment-là, quand elle va partir à la recherche là, de Peter Quill, ben, qu'elle va partir de là, puis elle va finalement là, tout de suite rentrer en conflit avec sa sœur. Quelque chose qui a été coupé au montage. Honnêtement, je pense que j'aurais aimé ça, juste comme établir ça. Parce que pendant le film, je trouve que ça vient quasiment là. On peut le voir là, qu'ils s'entendent pas super bien, mais j'aurais aimé ça, juste le voir un petit peu plus côté physique, là, pas juste un peu là, pas s'aimer, juste un peu de se lancer des commentaires. Ils vont un petit peu d'un côté physique, puis finalement, on le comprend assez bien, là. Mais bon, en fait, la scène coupée, il n'y a pas grand-chose là, qu'il y a sur le Blu-ray. Il y a genre 4 minutes là, de scène coupée, puis qui ne sert pas à grand-chose rendu là. Il y a une autre scène où elle, finalement, elle embarque dans son vaisseau puis qu'elle va tuer toute l'équipe là, de Ronan là, pour finalement juste partir sur son agenda propre à elle et de ramasser là, l'orbe que Peter Quill a ramassé au début.
Fait qu'on se ramasse sur Xander et on a l'introduction là, de Rocket et de Groot qui sont des créatures formées là, en CGI. Rocket qui est par la voix là, de... sa voix, là, c'est Bradley Cooper. Bien sûr, en français, là, c'est pas les mêmes voix, là, mais Groot aussi, là, c'est Vin Diesel là, qui va faire sa voix. Pour Vin Diesel, ben c'est ça, lui, ça va l'avoir aidé beaucoup, là, le film d'aujourd'hui. Là, ça a l'air que c'était dans le temps là, que Paul Walker venait de décéder. Fait que ça l'a aidé beaucoup là, de faire le film aujourd'hui. C'est sûr que, bon, qu'est-ce qu'il dit comme dans le film, là, il dit pas grand chose à part je suis Groot, là, pas mal tout le long du film. Puis, tu sais, dans le fond, c'est le fun de voir ça, honnêtement. On peut comprendre là, dans toutes ces nuances un peu qu'est-ce qu'il dit, mais bon, je suis pas sûr à la première fois, par contre, là, que je comprenais assez bien. Ben, tu sais, c'est pas bien compliqué en bout de ligne. Sinon, là, c'est juste un punchline là, en tant que tel. Mais tu sais, c'est le fun. Puis comme je disais tantôt, c'est un personnage qui est fait, là, je pense, pour être bon. Puis pour contraster là, à Rocket, que lui, il voit tout cynique, c'est pas mal tout sombre, il est vraiment là, sur une quête. Là, bon, ce qu'on peut comprendre là, quelque part dans le film, c'est que lui, il a eu des expériences sur lui, puis que dans le fond, là, il fait confiance en personne, puis en bout de ligne, c'est ça. C'est vraiment là, comme un yin et un yang là, rendu là, comme équipe. Puis finalement, c'est ça. Ils sont, eux autres aussi, là, ils ont comme eu le message là, de Yondu pour pouvoir rattraper Quill, puis pouvoir mettre l'argent. Là. C'est des mercenaires, dans le fond. Là, ils veulent juste aller ramasser de l'argent, dans le fond. Fait que bon, on se ramasse tous sur Xander, puis nos 4 personnages se rencontrent où ce que Quill, lui, essaie là, d'aller vendre là, un genre là, d'instant comptant. Puis il va aller vendre l'orbe, mais aussitôt que le vendeur là-bas, il se rend compte là, qu'il fait affaire avec Ronan, ben tu sais, il va le foutre dehors, il va dire, regarde, je veux pas avoir ça ici, je veux pas avoir de trouble. Fait qu'à sa sortie, ben lui, il va rencontrer Gamora. Gamora, elle va commencer à se battre avec Quill. Tout le monde va comme essayer là, de rattraper l'orbe. Tu sais, dans le fond, c'est pas contre Quill, c'est plutôt... il y en a qui sont pour Quill, mais Quill a l'orbe. Ça, c'est pour notre duo là, de Rocket et de Groot. Puis, tandis qu'elle, elle veut ramasser juste l'orbe. Mais bon. Ça, dans le fond, ça fait là, que tous nos 4 personnages vont être arrêtés là, par les forces là, de Xandar. Ah, une bonne nouvelle. Il semble qu'on ait arrêté l'une des compatriotes de Ronan. Gamora, physiologiquement perfectionnée et entraînée pour devenir une arme vivante. C'est la fille adoptive du redoutable titan Thanos. Récemment, Thanos l'a prêtée à Ronan ainsi que sa sœur Nebula. Ce qui nous permet de croire que Thanos et Ronan travaillent ensemble. Sujet 89P13. Il se donne le nom de Rocket. Résultat d'expériences génétiques et cybernétiques sur une forme de vie inférieure. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il s'appelle Groot, une plante humanoïde. Depuis quelque temps, il escorte 89P13. Il lui sert de plante verte et de garde du corps. Peter Jason Quill, de Terra. Élevé depuis le plus jeune âge par une bande de mercenaires qu'on appelle les Ravageurs, dirigés par Yondu Udanta. Oh, toutes mes excuses. J'ignore comment fonctionne cette machine. Quelle bande de dégénérés. Conduisez-les tous les 4 au Kiln. Alors, notre 14 se fait arrêter, puis ils se font amener là, à Kiln. C'est comme une grosse prison, là, puis c'est là qu'on a l'introduction de notre dernier gardien. Mais dans le fond, ça va nous en donner 5. Mais dans les BD, ben c'est ça. On a plus que ça. On a Cosmo, un chien. Ou une chienne plutôt, qui va faire un caméo là, un peu plus loin là, dans le film. On a Mantis, que sans spoiler trop, je crois qu'elle arrive au 2e film. On a Adam Warlock aussi, qui je suis pas trop sûr dans le fond dans la BD, c'est pas genre le chef de la gang puis pas Peter Quill. En tout cas, c'est pas très clair. En tout cas, dans la BD que j'ai lue, peut-être là, qu'il y a
dénouement là, par la suite là, qui fait qu'il y a d'autres choses par la suite. On a Phila Vell qui en tout cas, c'est un autre personnage. Puis on a aussi un personnage là, que dans le fond là, qui est comme un peu en héritage là, du Captain America. Puis que dans le fond c'est comme un Captain America mais tout en bleu. Là, Vance Astro ou le Major Victory. Mais tu sais, les gardiens, là, c'est genre dans le futur. En tout cas, c'est comme toute une histoire. Là, en tout cas, ce que j'ai lu, là, c'est une histoire temporelle. Puis il y a comme des gardiens du futur, puis un gardien des présents. Puis en tout cas, c'est tout un peu intermêlé là, de ça. J'ai pas tout à fait suivi à 100% là, de toute l'histoire. Là. C'était comme vraiment tout mêlant. C'est pour ça un peu j'ai fallu quasiment que je réécoute le film là, la deuxième fois avant de sauter aux commentaires, juste pour voir si, mettons, on touchait un peu toutes ces affaires-là. Finalement, on touche absolument rien de ça. Il y a des petits endroits là, comme Nowhere où on se ramasse là, puis c'est comme dans la tête là, d'un céleste. Là, mais tu sais, c'est vraiment juste des clins d'œil, puis c'est vraiment juste limité à ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup là, de plus que j'ai vu dans ce que j'ai lu. Je vais juste mettre ça clair. Là. Le restant, j'ai lu un petit peu sur Internet, puis en tout cas, je me suis informé un peu partout. Sur un peu l'univers, là, mais en tout cas, dans ce que j'ai lu, c'est vraiment quelque chose de totalement différent. Puis qu'on prend juste comme un peu là, d'un peu partout pour faire un peu le film d'aujourd'hui. Fait qu'on se ramasse sur Kyln. C'est là qu'on a l'introduction là, de Drax qui, dans les BD, ben c'est ça, tu sais, sa famille n'a pas été tuée par Ronan. Dans le fond, sa famille a été tuée par Ultron. Qu'on va parler la prochaine fois. Fait que c'est sûr que là, si maintenant on aurait voulu tout mêler ensemble, ben c'est ça avait pas de tout le déroulement là, du MCU aurait été totalement différent. Mais c'est ça, fait que dans sa version comique au BD, là, il est vraiment plus sérieux que ça. Il est vraiment plus assassin. Tu sais, vraiment le ton est différent. Puis il y a beaucoup aussi, là, comme Gamora aussi, qu'elle est beaucoup plus assassin. La scène supprimée là, que je parlais tantôt, ce que tu es toute la garde là, de Ronan, ben c'est ça. Peut-être ça a rajouté un peu cette partie-là. Mais tout a été vraiment amadoué, je crois bien. Là, c'est beaucoup parce que je pense aussi qu'ils sont sur la bannière là, Disney. Fait que c'est comme un peu, on veut mettre ça un peu pour les tout petits aussi, pour qu'ils soient pas trop sombres. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Mais c'est maintenant je peux dire que je préfère le plus dans tous les 5 personnages. Honnêtement, je les aime les 5. Je n'ai pas un de plus que l'autre. J'aime comme des qualités de chacun qu'un n'a pas. Puis, tu sais, honnêtement, j'aime beaucoup la dynamique de les 5 personnages qu'on a. Dave Bautista, la manière qu'il va jouer Drax, je l'adore de le côté là. Il est pas avec un QI faible, mais il est comme naïf un peu. Puis tu sais, il est comme un peu avec des œillères sur tout. Il va pas vraiment se poser des questions sur des affaires, si mettons des métaphores, des affaires de même là, et il est pas trop fort là-dessus. Mais il est vraiment comme sa quête là, de vengeance là, sur Ronan. Puis, dans le fond, là, pour Bautista, à ce temps-là, dans le temps, moi, je le connaissais plus comme juste lutteur, puis il avait pas fait grand-chose en tant qu'acteur. Là. Il avait fait quelques petites apparitions. Il avait joué là, dans les Chroniques de Riddick, là, une des suites là, de ces films-là, là, avec Vin Diesel. Puis c'est ça, il se ramasse là, dans le film d'aujourd'hui, mais je ne l'avais pas vu là-dedans. Je pense que j'avais vu absolument rien, mais je l'ai couvert là, quelques fois au podcast. Là. Je l'ai couvert là, avec Spectre, le film de James Bond, et aussi là, du deuxième Dune. Un acteur là, qui a vraiment grandi là, comme acteur. Puis, dans le fond, de juste montrer là, comment il va jouer aujourd'hui, je pense que c'est comme vraiment subtil qu'est-ce qu'il va faire comme humour, mais c'est très efficace. Ça fait quasiment comme Spock un peu. Où le personnage de Spock, des fois, il lance pas une blague, mais c'est juste le fait là, qu'il la questionne. C'est là où qui devient drôle. Puis on va jouer beaucoup avec ça. Là. Fait que
Nos personnages vont faire une alliance là-dedans, puis mais c'est une alliance vraiment là, juste pour pouvoir faire de l'argent éventuellement, là, sortir de la prison, puis finalement récupérer l'ordre, puis aller faire de l'argent. Là. En bout de ligne, là, c'est ça. Là, c'est pas, ils sont pas là en quête du bien. Là, c'est vraiment juste une alliance pour sortir. Là-dedans, ben c'est ça. Puis j'aime quand même tout le montage de tout ça parce que ils vont faire une alliance. T'sais, ça prend 30 minutes là, pour avoir l'alliance là, de nos personnages. Puis le personnage là, de Rocket, lui, il va avoir tout élaboré un plan de sortie. Puis, tu sais, on pourrait se croire dans une mission impossible où on se dit, bon, ben, tiens, on va nous dire qu'est-ce qu'ils vont devoir faire pour sortir de là. Puis finalement, ben, pendant qu'il est en train de le dire, on voit Groot à l'arrière-plan qui est en train, dans le fond, là, d'amorcer le plan. Qu'est-ce qui doit être fait à la toute fin. Puis, dans le fond, ça doit tout doit être en accéléré. Je crois que c'est un plan, c'est une idée là, qui est vraiment intelligente à quelque part pour faire avancer l'histoire. Parce que là, tu sais, le début du film, sans trouver que ça rallonge, mais quand je regarde le timer, on est quand même à 30 minutes du film. Puis, tu sais, dans le fond, on veut qu'il fasse des affaires, tu sais, comme défendre la galaxie, mettons. Puis en 30 minutes, ben c'est ça, on est déjà là, on n'est pas à 15 minutes du film, on a commencé déjà à embarquer sur un film là, sans le générique, là, il est à peu près 1h50. Fait qu'on a 1h20 pour essayer là, d'élaborer une histoire pour pouvoir les voir en action. Et c'est ça, il faut que ça l'embraye. Et finalement, ben c'est ça, juste trouver une manière là, en 5 minutes qu'ils réussissent à s'évader. Puis de comme mettre ça ensemble où Rocket y arrive avec son plan, puis finalement, ben, tout doit être amorcé, ça doit vraiment là, foncer là, vraiment tout improviser, des affaires de même. Fait que, puis moi, j'aime quand même tout là, ce montage-là. Puis, on trouve un peu nos personnages un peu au travers de ça. C'est toujours un peu avec des touches humoristiques au travers de ça, mais c'est correct à quelque part. Ça passe bien. Il y a une coupe de violence au travers de ça, mais c'est ça, je veux dire, le fait là, qu'il y a toujours un peu d'humour au travers de ça, là, c'est bien apporté. Finalement, il va se rendre à une navette pour finalement rembarquer là, dans le vaisseau Milano et pouvoir sortir de là. Mais, tu sais, c'est une alliance, comme j'ai dit, là, avec une... dans le fond, là, sont quand même là, tout là, pour un agenda personnel. Fait que, on voit quand même que Quill, il va garder l'ordre sur lui pendant que les autres vont l'attendre à son vaisseau. Parce qu'il sait bien là, qu'ils vont partir sans lui. Fait que, tout le monde est méfiant de tout le monde. Puis, finalement, ils vont partir là, vers la planète là, Nowhere, qui se retrouve, là, comme j'ai dit, là, dans la BD. Puis c'est là qu'on va retrouver là, notre personnage là, joué par Benicio del Toro, The Collector, qui était notre porte d'entrée quand on avait vu là, la scène post-générique là, de Thor. Puis c'est là qu'on va avoir un peu nos caméos là, de l'univers là, des Gardiens de la Galaxie. Comme j'ai parlé, le personnage de Cosmo. Là-dedans, c'est ça, c'est là où on va c'est vraiment découvrir c'est quoi là, les pierres les pierres de l'infini. Puis dans le fond, c'est lui qui va tout nous expliquer ça. Puis tu sais, dans le fond, avec la fin là, de Thor, on sait qu'il y en a déjà une des pierres. Fait que là, ça serait comme sa deuxième pierre qui va avoir 2 pierres sur 6, je ne me trompe pas. Puis c'est ça, fait que rendu là, c'est lui, il est en train de tout accumuler ça. Lui, tu sais, il n'y a pas grand-chose, mais tu sais, savoir juste que c'est Benicio del Toro, tu sais, c'est quand même le fun de le voir, mais tu sais, c'est juste vraiment pour une scène simplement, là, il sert pas à rien d'autre, là. À la toute fin du film, tu sais, dans le fond, il y a comme quelqu'un, là, qui est, je peux pas dire qu'elle travaille pour lui, c'est clair, c'est un esclave, là, dans le fond, que finalement, qui va choisir de s'anéantir en touchant la pierre, le personnage là, de Karine, Karina plutôt, qui en tout cas, à quelque part, je pense qu'il voulait juste nous montrer que si on touche la pierre, on se fait désintégrer. C'est à ça que ça sert, cette scène-là, en bout de ligne, là. Puis finalement, ça met ça prépare une autre scène d'action.
Puis que ça montre ben, dans le fond, c'est vraiment pour avoir une autre scène d'action. Là. Ça sert pas à grand-chose, mais là-dedans, là, une fois qu'il est arrêté à Nowhere, ben, on a un peu là, d'approfondissement d'un peu de tous les personnages quand même. On a eu un peu un rapprochement là, entre Quill et Gamora. Un petit moment là, où il va lui faire écouter son Walkman. Elle va dire qu'elle danse pas, puis que finalement, que lui, il va arriver de l'autre côté. Que Kevin Bacon sur sa planète, là, c'est un héros là, pour Footloose. Là, vraiment, c'est un petit peu n'importe quoi, mais ça marche quand même en fait d'humour. Puis il faut noter pareil que Gamora, là, qui est jouée par Zoé Saldana, là, c'est une ballerine là, accomplie. Là, fait que elle dit qu'elle danse pas, mais en bout de ligne, je pense qu'elle a pas de problème là-dessus. Fait que, tu sais, puis il y a comme des chicanes là, qui se lancent là, entre Drax et Groot, qu'eux autres vont se battre. Et, tu sais, ils veulent juste un peu embarquer là, que, vraiment, l'Alliance, c'est pas. Tu sais, dans le fond, ils ont des agendas, tu sais, sont pas des amis. Tu sais, c'est ce qu'ils veulent vraiment établir. Puis, c'est ça. Fait que. Le chaos part une fois là, que Karina, elle touche la pierre, puis là, ça commence à exploser alentour. Pendant ce temps-là, Drax, avec son agenda seul, lui, il arrive, puis il va lancer un message à Ronan pour finalement faire un affront direct avec lui. Fait que, tu sais, dans le fond, ça l'explose de partout. On a une autre scène d'action. Ça fait très Pod Race de Star Wars épisode 1. Ou, en tout cas, c'est très Star Wars. Même avec la fin, là, je trouve qu'on a vraiment un côté Star Wars avec des vaisseaux. Mais c'est ça qu'on voulait apporter avec le film aussi. De partir un peu là, du côté là, du super-héros. Puis peut-être apporter là, un côté là, plus Star Wars-esque dans cet univers-là. Puis tu sais, même au pire, un peu là, tâter un peu le terrain là, pour Star Wars, l'épisode 7 là, qui allait sortir là, l'année suivante. Mais c'est ça, tu sais, les visuels, je vais parler de ça. Honnêtement, les visuels sont quand même assez bien réussis. Il n'y a pas vraiment là, de moment là, où j'embarque pas là, à cause là, de l'effet visuel. On voit vraiment comme depuis Iron Man là, 2008 ou même quand j'ai fait le bonus là, sur Hulk de 2003, il y a vraiment une évolution. On est rendu un petit peu plus que 10 ans après ça. On a Groot, on a Rocket, Raccoon, que lui sont faits à l'informatique, puis on achète ces personnages-là. Raison pourquoi qu'il n'y avait pas vraiment gardé Cosmo dans l'histoire, c'est pour ça justement aussi, là, parce que même si les effets sont quand même assez réussis là, avec Rocket, ben Cosmo est un chien en chair et en os, ben peut-être, en tout cas je sais pas en poil et en os, en tout cas peut-être. Puis, dans le fond, c'est sûr que même si les effets sont quand même assez réussis, ben il y aurait quand même un contraste là, pareil. Là, on n'est pas rendu à 100% à ce point-là, mais le côté là, de Rocket est quand même assez réussi, ainsi que Groot. Il y a quand même encore des petites améliorations qu'il pourra faire, mais je veux dire, on est capable d'ajouter ces personnages-là. Puis c'est ça pour le visuel aussi. Là. Dans le fond, on se sent un petit peu là, dans un Star Wars. Honnêtement, là, il voulait avoir un côté Han Solo quand il faisait là, son personnage, Chris Pratt. Puis c'est ça que ça sent. Là. Honnêtement, là, on sent là, qu'on est dans un Star Wars puis qu'on se promène avec le faucon millénaire dans tout ça. Puis là, ben, en tout cas, toute cette poursuite-là se termine où ce que Drax se fait ramasser par Ronan et que Gamora, ben, elle se fait poursuivre là, par Nebula. C'est là qu'on comprend que Nebula, ben, si mettons, là, les mots là, ne suffisaient pas, là, en fait, là, qu'ils s'aimaient pas qu'elle va être prête à appuyer sur la détente, puis peut-être de tuer là, sa demi-sœur, je crois bien. Les deux sont comme des sont des enfants adoptifs là, de Thanos. D'après ce que je peux comprendre, je pense que Nebula n'est pas l'enfant de Thanos. En tout cas, peut-être ça va être clarifié là, dans les prochains films. Mais c'est ça, fait que il y a comme une confrontation entre les deux, puis dans le fond Gamora est parti là, sur son agenda privé là. Fait que en bout de ligne, ben c'est ça, elle a l'opportunité là, de la tuer. Puis là, ben c'est en tout cas, James Gunn essaie de défendre ça sur le commentaire pour dire bon ben tu peux vider tes poumons puis te promener dans l'espace pour quelques temps, mais tu sais
pas tout le temps qu'il va être là. C'est trop froid là, en bout de ligne. Non, je ne l'achète pas. Un humain dans l'espace, peut-être Gamora n'a pas exactement la même physionomie, des affaires de même, peut-être qu'elle peut en survivre. Mais Peter Quill qui va être là dans l'espace, il va donner son masque à Gamora pour comme la sauver là-dedans. En tout cas, honnêtement, là, je l'achète pas. Pas pour tout le temps que ça prend. OK, peut-être que l'humain peut survivre dans l'espace pour quelques secondes, là, peut-être pour 30 secondes, des affaires de même, mais pas pour tout le temps, là, parce qu'il est là pendant 2-3 minutes. Puis, honnêtement, je pense qu'il y aurait vraiment tout. Le cerveau aurait gelé tout. Là, ils vont partir là, dans un. Ce qu'ils vont. Ce que James Gunn va défendre, c'est que une fois qu'ils sont attrapés, là, parce que dans le fond, il a fait appel à Yondu, puis que Yondu arrive juste à temps pour comme l'aspirer là, dans son vaisseau à lui, puis qu'en bout de ligne, ils vont passer là, dans un genre là, de régénérateur, quelque chose de même. Là. En tout cas, c'est ce qu'il va dire dans son commentaire pour défendre ce qu'il dit. Là. Mais on est tiré là, vraiment là, la réalité là-dedans. Là. Nos maisons, nos familles, notre vie d'avant. En général, la vie prend plus qu'elle ne donne, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la vie se rattrape parce qu'elle nous offre une chance. De faire quoi? Quelque chose de bien. Pour une fois. Plutôt que de se défiler. En ce qui me concerne, je refuse de rester là les bras croisés. Alors que Ronan s'apprête à exterminer des milliards d'innocents. Mais Quill, arrêtez Ronan. C'est impossible. Tu nous demandes de mourir. Quill, j'ai vécu la plus grande partie de ma vie entourée de mes ennemis. Je serais très heureuse de mourir entourée de mes amis. Alors, c'est ça. Nos gardiens sont encore capturés. Puis là, c'est ça. Ils sont capturés là, par l'équipe à Yondu. Dans le fond, c'est Gamora et Chris Pratt là, qui sont capturés. Puis finalement, ils réussissent à s'entendre avec Yondu. Parce que Yondu, lui, depuis le début du film, il veut carrément abattre Peter Quill. Puis finalement, c'est ça. Ils réussissent à s'entendre avec l'orbe qu'il va y donner. Ils disent que c'est Ronan qui l'a, puis ils vont l'aider à aller chercher de Ronan, mais que finalement, il va y donner. C'est ça. Fait que finalement, on a Rocket et Drax avec Groot, qu'eux autres, ils essaient de faire une menace un peu avec le Milano pour dire, qu'on essaie de les confronter, puis finalement, Quill va arriver puis il va lui dire regarde, fais pas ça, tu vas te faire descendre carrément là. Fait que ils vont se joindre là, tout ensemble. Fait que finalement ils vont falloir qu'ils s'entendent tout ensemble encore une fois là, pour partir là, contre pour aller chercher l'orbe. C'est assez rapide dans tout ça, mais dans le fond, c'est peut-être toutes des manières là, de montrer là, que quand même ils peuvent empathiser ensemble, qu'ils peuvent embarquer en équipe, puis qu'ils peuvent se faire confiance. On arrive avec un plan là, où finalement ils s'entendent toutes, puis dans le fond ils descendent un corridor là, pour un hero shot ou je ne sais pas trop quoi, mais on a Chris Pratt qui se fouille pas dans le nez, mais il est en train là, de replacer son nez pendant que Gamora, elle, est en train là, de bâiller, puis que Rocket Raccoon est en train de replacer son morceau entre ses deux jambes. Ils sont tous un peu en mauvaise position, mais c'est ça. On veut juste montrer un peu le côté imparfait de deux autres. Puis ça démontre très bien là, qu'est-ce qu'ils sont. Là, honnêtement, là. Puis là, c'est ça. Pendant ce temps-là, on a Ronan que lui va tourner le dos à Thanos, puis qui va prendre la pierre pour lui, puis que dans le fond, c'est lui qui va vouloir faire le grand méchant. Là. Le carton, il devient carton. Là, je suis le grand méchant et je veux détruire Xandar. Fait que son équipe, avec son beau vaisseau, honnêtement, là, son vaisseau, là, le Darkcaster,
qui a l'air d'un genre d'aigle, ou je sais pas trop, c'est un oiseau, je sais pas trop. Là. En tout cas, la manière qu'il est faite, là, en tout cas, j'aime le design de son vaisseau. Ben là, lui, il va attaquer là, le monde là, de Xander, pendant que Xander, eux autres, vont essayer de se défendre aussi. Dans le fond, ce peuple-là est mené là, par Glenn Close, là, le personnage là, de Nova Prime. Dans le fond, je trouve ça le fun qu'on a une actrice là, qu'on reconnaît le visage. Juste pour apporter ce personnage-là, dans le fond, ça ne sert pas à grand-chose, mais juste avoir une tête qu'on reconnaît, je trouve ça le fun. Puis, là-dedans, ben, on a un personnage aussi là, qui est joué par John C. Reilly, qui, je n'ai même pas noté son nom, honnêtement, c'est John C. Reilly, là, qui fait comme un peu le personnage. Bon, c'est pas un civil, là, mais on l'a vu depuis le début du film. Puis, dans le fond, ça fait qu'on peut empathiser avec aussi le côté là, des Xandariens. En tout cas, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, là. Mais tu sais, au tout début, là, quand ils vont capturer là, Peter Quill là, sur Xandar, ben, dans le fond, on voit qu'ils sont pas méchants. Là, c'est plus ça. Là. Puis c'est à cause là, du personnage de John C. Reilly. Puis mais en tout cas, finalement on se ramasse avec une grosse attaque dans le fond là, de Star Wars là, ça fait vraiment comme ça là, on est dans le début de l'épisode 3, je sais pas trop quoi là, ça tire de tous les sens, ou la fin là, de l'épisode 6 ou n'importe quel Star Wars en bout de ligne, c'est la grosse attaque, c'est vraiment visuellement là, bien réussi, où est-ce que les Xandariens là, vont comme tous s'unir ensemble pour faire un genre de net, où ils vont lancer quelque chose plutôt là, il y a un genre là, de ça fait un filet là, qui va embarquer là, sur le Darkcaster, là, le vaisseau là, de Ronan. Là. En tout cas, j'aime bien quand même l'idée. Puis, dans le fond, nos gardiens vont rentrer là, dans le vaisseau. Puis, ils vont voir chacun là, leur adversaire à combattre. Éventuellement, là, on a... J'adore. Juste avant d'arriver là, on a Drax, que lui va commencer à juste à nommer que tout le monde sont devenus ses amis. Peter Quill est devenu son ami. Groot, même si c'est tout le temps la même affaire. Rocket. Puis quand il arrive à Gamora, il dit la salope ou quelque chose de même. En tout cas, je trouve ça vraiment comme déplacé, comme tout. Finalement, Nebula se pointe, puis que finalement, ben, il va dire hey, tu commences pas à parler de mes amis de même. Vraiment, ça contraste, là, mais c'est vraiment. Désolé, en tout cas, c'est trop le nom qu'il faut que j'en rie encore un peu juste à y penser, là, mais je pense que c'est le moment qui m'a quasiment fait le rire le plus dans tout le film. C'est vraiment nono, c'est vraiment un humour enfantin, mais bon, juste à y penser en plus, ça me fait rire. Fait que là-dedans, on a Nebula et Gamora là, qui vont se battre. Puis, dans le fond, on peut comprendre là, que Nebula, même si elle a eu un coup là, de Drax, ben, dans le fond, je pense qu'il lance un genre de roquette, quelque chose de même, là, avec son lance-roquette, là, que finalement, on va essayer même, là, je sais pas si c'est celui-là exactement, là, mais on va essayer là, d'attaquer Ronan avec ça, puis ça marchera vraiment pas, là. Comme que ça n'a pas marché pour Nebula, qu'elle va être toute déformée, mais finalement, on va pouvoir tout s'en montrer. Mais on voit qu'elle n'est pas, est pas totalement, là, à la moitié là, du corps là, qui est tout robotisé, là, à moitié androïde, mettons, puis moitié cyborg. Puis finalement, ben, c'est ça. Elle, le combat va être à finir là, dans un autre film où finalement elle va se sauver, là, elle va même s'arracher la main, puis elle va partir de là. Mais de toute façon, elle est à moitié androïde. Fait que ça va juste se recoller par la suite. Là. Elle n'a pas perdu pour de bon, j'imagine. Je me rappelle pas du deuxième, là. Mais ça me surprendrait là, qu'on lui a coupé la main là, définitivement. Mais bon, on verra bien le deuxième film. Fait qu'elle va se sauver. On a notre trio là, qui reste. Parce que lui, dans le fond, Rocket est resté à l'extérieur. Il est allé faire Star Wars avec toute l'équipe là, des Xandariens. Tandis que notre trio là, de Drax, de Groot et de Quill, eux autres là, ils vont se battre là aussi. On a un retour là, du personnage du début là, de Korat, puis que vraiment Drax va carrément tuer Korat. C'est quand même un peu brutal. Honnêtement, tu sais, bon, Korat s'est allié avec Ronan, puis tu sais, dans le fond, c'est comme un combat à la mort, mettons.
Mais je sais pas si... ben tu sais, c'est correct pour ceux-là qui vont arriver et vont dire que Drax a été amadoué dans le film, contrairement à sa version BD, ben ok, c'est beau qu'il va le tuer là, quasiment là, sans merci. Là. Il va y arracher quelque chose là, dans le... Ben, comme il y a comme un genre de puce dans le cerveau, quelque chose de même, là, puis il va le déconnecter. Là. Bon, ça, je sais pas, je trouvais ça un petit peu brutal, mais bon, c'est correct. Là, en tant que tel, là, j'ai pas d'affinité nécessairement avec le personnage, mais j'aimais quand même là, la performance là, de Monsieur Hansu. Fait que on a vraiment comme que tous ces films-là doivent finir avec l'affront final là, avec contre Ronan. Puis là, c'est ça, tu sais. Quill va arriver puis il va essayer là, de lancer avec le lance-roquette. Il va lancer un coup sur Ronan, puis on sait bien que ça va pas terminer là, mais c'est juste dans le fond pour amorcer là, le combat final. Mais ça va finir que Ronan va ramasser par le coup Drax, puis que finalement, ben, Rocket, lui, va se planter avec le Milano dans le Darkcaster. Puis, tu sais, dans le fond, il va foncer sur Ronan, mais il est en train de tenir Drax. Puis que Drax va survivre ça. Bon, ok, c'est pas un humain, peut-être qu'il y a une physionomie qui fait qu'il peut encaisser beaucoup plus, mais... T'sais, on a vu à mi-chemin du film quand on avait eu le combat de Drax et de Ronan que Ronan, bon, ok, peut-être que Ronan frappe plus qu'un vaisseau, peut-être, là, qui a ramassé Drax. Là. Fait que, tu sais, puis qui était genre mourant, puis il fallait avoir Groot là, pour le réanimer, là. Mais bon, parce que j'ai toujours trouvé ça un... Tu sais, quelque part, on aurait dû montrer que Drax est capable de se tasser de là ou quelque chose de même. Là. Mais tu sais, on voit que Drax est amoché là, après avoir été frappé par un vaisseau. Là. Mais ça fait aussi que le Darkcaster va crasher et qu'on doit faire le moment là, pour Groot. Groot qui va comme faire un cocon alentour de tout le monde pour toutes les protéger. Tu sais, il y a tout le temps des petits moments là, qu'on essaye, là, des moments magiques quelque part là, de Groot. Quand il arrive sur le Darkcaster, je pense que c'est parce qu'il fait noir, quelque chose de même, il va comme lancer des genres de brindilles de lumière là, dans l'air, tout ça. Là. Tu sais, en tout cas, ça a l'air que c'était bien beau en 3D. Là. Je crois l'avoir vu en 3D à l'époque, là, mais c'est... évidemment, là, c'est ben trop loin. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est ça. Groot va se sacrifier, dans le fond, pour que tous nos personnages réussissent à survivre. Là. Dans le fond, il va juste les protéger là-dedans, puis il va juste les retenir là-dedans, dans la sphère qu'il va créer. Puis le vaisseau va crasher là, sur Xandar. Puis là, ben, on va avoir un dernier affront avec Ronan qui, je me dis, bon, mais il y a toute une population alentour de lui. Ils vont tous regarder, mais je me dis, ça a l'air petit comme affront final. C'est devenu simpliste, peut-être. Lee Pace, là, qui fait le personnage de Ronan, qui, honnêtement, là, tu sais, bon, il fait le grandiose un peu, mais tu sais, comme dans cette scène-là, tu sais, j'ai pas de problème avec l'acteur. C'est ce que je veux dire, pareil. Mais sauf que le fait qu'il est comme entouré d'une foule, puis que, tu sais, je veux dire, dans le fond, il fait juste des gros discours, tout ça. Je trouve que ça, je sais pas, il y avait une manière là, de peut-être apporter ça, puis qui paraisse beaucoup plus menaçant. Mais je trouve que juste avec nos personnages qui sont juste alentour de lui, la menace, ça ressort pas. C'est ce que je trouve là-dedans. On a finalement, Peter Quill, lui, va arriver, puis il va faire une danse. On n'aurait pas parlé de danse depuis le début du film, puis finalement, c'est vraiment pour y faire une distraction. Pour que Drax, lui, prenne encore le lance-roquette, puis faire sauter. Ronan, lui, a un genre de marteau qu'on voit depuis le début. Là, il a genre tué un traître ou je sais pas trop quoi. Bon, c'est de l'accusateur. Fait que, lui, il est bourreau, il est juge, puis exécuteur, tout
c'est le package deal, dans le fond. Puis il l'a tué, dans le fond, là, sur place. Mais c'est ça, il a comme son gros marteau, puis que finalement, ben, il y a comme la pierre de l'infinité parce qu'on peut pas la toucher, là, cette pierre-là. Puis, ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, il fait sauter le marteau, puis la pierre est dans les airs, puis Peter va réussir à l'attraper. Puis là, ben, c'est là qui est pas trop clair. C'est parce que les quatre vont se toucher ensemble, que comme l'énergie, je crois, qui est dissipée au travers là, des quatre personnages, c'est pour ça qu'il peut survivre. En tout cas, c'est comme ça que moi, je prends ça. Mais tu sais, bon, je crois que c'est ça. Là, je veux dire, c'est la seule logique que je vois, là. Parce que sinon, ça a comme pas... je sais pas, ça n'a pas de sens sinon. Bon, peut-être que Drax peut l'encaisser plus parce qu'il est capable d'encaisser tout un vaisseau qui rentre dedans. Puis ils sont capables de tout amorcer, toute cette énergie-là qui est lancée. Mais bon, il faut comprendre que la pierre est très forte. Mais que finalement, ben, c'est ça. En bout de ligne, ils vont réussir avec toute leur unité détruire pas Drax, mais détruire Ronan en réenvoyant l'énergie là, sur Ronan. Fait que ça finit là pour Ronan, dans le fond. Puis là, il y a Yondu qui arrive, puis qu'en bout de ligne, bon, il dit, regarde, redonne-moi l'orbe, c'était ça notre entente. Yondu qui est joué là, par Michael Rooker, que je pense qu'il y avait eu un rehaussement de carrière avec The Walking Dead à l'époque. Acteur que j'aime bien. Là, il avait commencé, je pense, dans un film, là, Henry, Portrait of a Serial Killer. C'est pas un film que j'ai... Ben, c'est un film que j'avais genre loué, mais j'avais pas réussi à écouter. Là, mais c'est un film que je pense qui est assez bien renommé. Puis, c'est ça, quelque part, ben, tu sais, dans le film d'aujourd'hui, ben, il est vraiment pas comme son personnage là, dans The Walking Dead, mais il est toujours capable d'apporter un genre là, de côté empathique sur lui. Puis, tu sais, c'est un autre personnage que j'aime bien. Mais initialement, en 2014, je l'aimais pas, mais par la suite, quand on est arrivé au deuxième film, là, j'ai comme empathisé beaucoup avec... Ben, je pense qu'il s'arrange dans le film aussi pour bien empathiser avec le personnage, mettons. Puis, c'est ça. Tu sais, rétroactivement, j'avais bien aimé là, sa version dans le deuxième. Mais là, tu sais, en réécoutant le premier film... C'est un personnage là, que j'apprécie beaucoup là, dans le film d'aujourd'hui, puis il rajoute bien. Là. Puis tu sais, c'est qui mon personnage principal, le personnage que je préfère le plus dans le film d'aujourd'hui? J'en ai pas. Honnêtement, je l'aime bien aussi, là, le personnage de Yondu, joué par Michael Rooker. Fait que c'est ça, il y a entente avec Quill pour prendre l'orbe, mais c'est ça, c'est le côté, est-ce qu'il sait qu'il n'y a pas l'orbe dedans? James Gunn va arriver, il va dire, bon ben tu sais, il sait, tu sais, dans le fond ils se font des regards en disant, bon ben tu sais que je te donne quelque chose là, qui est pas, que c'est pas l'orbe, tout ça. Puis c'est possible, tu sais, bon, selon ce qu'il dit au réalisateur, mais tu sais, est-ce que l'information qui a passé, est-ce que c'est ça aussi, tu sais, c'est comme il nous dit tout le background de Ronan, mais c'est pas ça qu'on nous a dit, tu sais, fait que on nous a rien dit dans le fond, fait que faut prendre un peu dans qu'est-ce qu'il dit, mais le film est ce qu'il est, c'est rendu là, peu importe qu'est-ce que le réalisateur dit. En dehors en dehors du film, le film dit qu'est-ce qu'il dit. Là. Fait que, tu sais, il faut rajouter ça comme fanfiction pareil. Puis, tu sais, bon, je pense que je vois ça aussi, là, qu'il sait pas. Puis, la fin marche mieux là-dedans parce qu'en bout de ligne, il ne revire pas, il est pas fâché. Quand il voit qu'est-ce qu'il y a dans l'orbe, c'est un troll, je pense que ça s'appelait. Puis dans le fond, lui, il rajoute à sa collection là, de figurines là, qu'on avait vu un petit peu plus tôt là, dans le film. Puis c'est ça, fait qu'il part, mais c'est ça, il part pas à c'est ça, il part pas à la recherche de Quill, mais bon, ça va être ça la suite, tout ça. On verra bien. Je sais qu'il revient dans le deuxième. Mais c'est ça finit pas mal. On est tout en train là, de tout fermer le film. Là. C'est pas très long. On fait pas 10 000 fins, à part les fins là, qu'on a là, dans le générique. Mais on ferme tout. Le Milano qui a été détruit là,
dans le crash avec le Darkcaster, ben on a ramassé qu'est-ce qu'il y avait, on l'a réparé. On a Quill qui finalement ben, il va garder le message de sa mère. On peut comprendre c'est pourquoi il s'est appelé Star-Lord. On imagine que sa mère elle l'appelait Star-Lord de son vivant. Puis finalement ben tu sais on comprend ça. Puis finalement là-dedans, ben on nous ouvre une porte, on nous dit qu'il va y avoir un deuxième film, dans le fond, en mettant la cassette de Guardians of the Galaxy Awesome, non, plutôt c'est juste Awesome Mix volume 2, ben, c'est ça, dans le fond c'est comme nous dire on va avoir un volume 2. Ben, ça c'est bien sûr si le film fait bien, là, mais le film a très bien performé. Là, il a été fait là, sur un 230 millions, puis il a fait quelque chose comme 775 millions. Là. Fait que il a bien rentré dans son argent. Fait que le film finit de même, où dans le fond, tous nos personnages ils s'en vont vers le ciel, puis partir là, dans l'espace, vers de nouvelles aventures, sur une musique là, des Jackson 5 là, avec la chanson là, I Want You Back. Puis c'est ça, dans le fond, nos deux scènes là, de générique. Juste avant la fin du film, là, on a vu que Groot, dans le fond, Rocket avait gardé une branche, puis que dans le fond, ça a fait un petit bébé Groot. Puis on nous le confirme un peu qu'il commence à avoir un mini Groot dans la première scène post-générique. Et finalement, ben, on termine avec un clin d'œil. Avec le personnage de Howard the Duck qui était gardé là, par le collecteur, le personnage de Del Toro qu'on avait vu plus tôt, puis que dans le fond, ben, c'est ça, on voit Howard the Duck, là, film que j'ai couvert là, il y a quelques semaines de ça. Là. Fait que c'est ça qui termine. Est-ce que je voudrais un film, ça laisse peut-être ouvert la porte là, pour un film de Howard the Duck, tout ça, là, mais bon, c'est ce qu'on peut comprendre, là, c'est que ça n'a absolument rien donné là, par la suite. Là. Peut-être dans un futur ou pas, là, mais bon, on verra bien un bon jour. Alors, en conclusion, ben, je suis Groot. C'est comme ça que je classerai le film. Pour mieux traduire, ben, c'est un verre bien solide. C'est pas le meilleur film, mais ça donne un vent de fraîcheur. Le Captain America, la dernière fois, c'était quelque chose de différent un peu. C'était un film là, d'espionnage. C'était un film là, qui retouchait un petit peu les films de James Bond, des affaires de même. Je vais le classer dans le vert. Pas autant que Soldat de l'hiver. Ça va peut-être être le film. Le premier Iron Man est meilleur. Avengers est meilleur. Mais c'est pour moi, là, en ce moment, là, ça va bien. Là. À part Thor 2, là, la deuxième phase là, est vraiment solide. Il y a vraiment plus de succès là, que d'échecs. Mais c'est ça. Je pense que ça va être pas mal au même niveau là, que peut-être Iron Man 3. Mais c'est pas mal là, dans la même royaume. Là. Je veux dire, je mets Captain America 2 en haut de tout. Peut-être Avengers, puis après ça, là, Iron Man 1, Iron Man 3, puis ce film-là, là, c'est pas mal le même pied. Puis, c'est ça qui est le fun un peu dans le film. C'est vraiment un trip qui est le fun à écouter. Il n'y a pas vraiment de longueur, ça passe assez rapide. Il y a peut-être la deuxième poursuite, là, une fois là, qu'on se ramasse là, sur Nowhere. Là, honnêtement, là, on nous explique un peu, puis c'est comme un peu la connexion, puis pour mettre en place un peu là, pas mal tout ce qui va devenir là, la saga de l'infini. Là, c'est pas mal créé un peu dans ce temps-là. Puis de vraiment ce qu'on va s'en aller avec tout ça. Je veux dire, je suis pas mal ancré là. On a comme besoin de cette partie-là, mais si on écoute le film tout seul, c'est comme le bout non nécessaire. Puis comme encore une autre poursuite là, de vaisseaux, des affaires de même. Il y en a beaucoup dans le film. Peut-être d'en couper une là, sur 3, là, ça serait peut-être même, je pense qu'il y en a 4. Si on regarde un peu le début, il n'y a pas grand-chose là, avec Quill là, qui sauve là, de Morag. Mais c'est comme à quelque part, là, faut.
je trouve qu'il y en a peut-être trop. Là, souvent, ça commence par... pas tout le temps, où ça fait l'inverse. Là, mais on a une poursuite en vaisseau, puis après ça, ben, on a une poursuite... on a juste un combat, mais c'est comme tout le temps relié ensemble. Il y a des combats physiques d'homme à homme et une poursuite là, en vaisseau. Je pense qu'ils sont tous comme ça. Là, comme la première, ben, il y a 4 poursuites, je pense, pendant tout le film, puis ils sont tous formés de même. Fait que, un peu de variété, ça aurait été le fun là-dessus, mais c'est pas comme si les scènes durent 10 minutes chacune. Là. C'est quelque chose comme 2-3 minutes chacune. Puis, mis à part la dernière, bien sûr, là, parce que c'est comme la finale, mais c'est ça, tu sais. C'est pas mal ma seule critique sur le film. Parce que tous les personnages, même si comme on dirait qu'on prend pas un peu tout au sérieux, tout est bien dosé pareil. Tu sais, l'histoire à l'avance, on prend pas ça au ridicule. C'est sûr que c'est pas un film qui se prend quand même au sérieux, mais que il est réussi malgré tout qu'on embarque avec les personnages. Comme j'ai dit, dans tous les personnages, que ce soit Peter Quill ou Star-Lord si vous préférez, Gamora, que Rocket, Groot et Yondu, je les aime toutes. Ces 6 personnages-là, je les aime tous au complet. Il n'y a pas un plus que l'autre. Peut-être Gamora, je pense que c'est peut-être le personnage que j'aime le moins. C'est le personnage que j'ai parlé le moins. Mais c'est d'un cheveu. Honnêtement, je les aime toutes. C'est ça qui est le fun. Du film. Là. C'est d'avoir une unité. Il n'y en a pas un qui ressort plus que l'autre, qui ont chacun leur force. Puis que ça fait que le film c'est un bon succès. C'est sûr que Ronan là-dedans, il fait dur. Honnêtement, là, il est vraiment carton. Mais c'est ça le MCU. C'est à quelque part où ce que peut-être le DC, eux autres se focalisent sur le méchant, ben c'est ça. Marvel, eux autres se concentrent sur les super-héros. C'est pas une mauvaise affaire, puis c'est probablement la meilleure manière pour regarder les super-héros pour les tout-petits. C'est ça, à quelque part aussi. Il faut pas se le cacher, à quelque part. Oui, c'est fait un peu pour les adolescents, puis je veux dire, quelqu'un de 44 ans comme moi... peut l'écouter, mais c'est ça, c'est fait là aussi pour que les tout petits puissent quand même voir le film. Il y a quand même une couple de films au travers de ça qui sont quand même 13 ans plus. Je pense que lui, il est général, là, peut-être déconseillé aux enfants, là, mais entre 10 ans là, et 12 ans, là, c'est vraiment comme peut-être le public cible. Puis, c'est ça, à quelque part. Public cible, mais élargi quand même là, pour que les adultes puissent quand même s'amuser là-dedans. Là. Fait que, je suis Groot comme classement, puis c'est vraiment un bon verre. Là. Fait que, prochain épisode dans la rétrospective, ça va être le deuxième film là, de Avengers. Lui, j'ai hâte de l'écouter. Honnêtement, ça a été ma motivation de passer au travers la phase 2. Ça a été fun de passer au travers des films comme aujourd'hui, le Captain America 2, Iron Man 3. J'ai aimé ça, tout ça, mais depuis que j'ai parlé là, du deuxième Captain America, j'ai hâte de voir un peu comme la retombée de tout ça, voir comment qu'on va retrouver Iron Man après la suite d'Iron Man 3. J'ai hâte de redécouvrir ce film-là. Puis il y a des affaires que je pensais qu'il se passaient là, dans le Soldat de l'hiver, qu'il se passe pas là. Fait que j'imagine que c'est dans Ultron, mais en tout cas. Mais ça va être le film de la semaine. Les films d'Avengers, je vais les laisser comme film principal. En même temps, ça vous donne la chance un peu là, de juste prendre un peu un souffle sur tout ce que je fais, parce que je fais beaucoup d'affaires. Puis honnêtement, là, deux épisodes. Dans le fond, c'est 3 épisodes par 2 semaines. Là, c'est toujours un épisode de plus avec les Avengers. C'est juste un peu aussi pour que je prenne un peu un souffle, puis toujours vous apporter là, le meilleur là, dans toutes mes rétrospectives ou dans tous les films que je couvre. Puis c'est ça, dans le film là, d'Avengers, ben c'est ça va être le film principal. Puis après ça, on va continuer pour finir la deuxième phase là, avec Ant-Man 2 semaines plus tard. Fait qu'entre-temps, n'hésitez pas à commenter sur le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez là, des Gardiens de la Galaxie? Est-ce que, je veux dire, c'est un gros succès à l'époque? Est-ce que c'est un succès mérité? Est-ce qu'il a dégradé le film?
Ben moi je trouve pas qu'il a dégradé avec le temps. Dans le fond, il est resté similaire. J'aime, mais tu sais, sans ça devienne là, mon équipe là, préférée là, de l'univers Marvel ou de super-héros, peu importe. Fait que mais n'hésitez pas à en parler là, de commenter sur la publication sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, Avengers, assemblez-vous. Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I can do this all day. Yeah, I know. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. We can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I have an army. We have a hope. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I recognize the council has made a decision, but given that it's a stupid-ass decision, I've elected to ignore it. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Truth is, I am Iron Man. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Sit down. Final warning. En espérant vous voir au prochain épisode. There was an idea called the Avengers Edition. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could.